cette présentation. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Pour cette présentation, donc moi je vais commencer par une présentation assez générale du cancer digestif. J'ai environ 15 diapos, je crois. Et Jean-Philippe ensuite prendra donc la relève pour le traitement. Moi, je suis le docteur Karine Bidot, je suis oncologue digestif à l'hôpital de Quimper. Donc, pour commencer, des notions d'anatomie, je pense que vous le savez déjà, mais bon, c'est pas mal de le reprendre. Le tube digestif est constitué dans l'ordre de l'œsophage, ensuite de l'estomac, de l'intestin grêle, ici au milieu, du côlon, ici, et puis du rectum. Donc, le côlon a 4 segments. Le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et le rectum. L'intestin est au milieu et très long, il fait environ 5 mètres. Voilà. On a 2 organes à part, un organe qui est très postérieur ici en jaune, le pancréas, et l'organe ici qui est le foie qui est relevé pour le dessin. Sur le plan histologique, c'est très important de bien comprendre ça. Le tube digestif est constitué d'une paroi de glandes et de cellules lymphoïdes. Dans la paroi du tube digestif et des voies biliaires, on a 4 tuniques concentriques. La muqueuse, c'est la première couche ici, divisée en épithélium de 2 types, épidermoïde ou glandulaire, et du chorion. Sous cette muqueuse qui est la première couche, on a la sous-muqueuse, puis la musculeuse et la séreuse. On a également des glandes, comme je le disais au début de cette diapositive, qui sont distribuées tout au long du tube digestif, des glandes exocrines et endocrines. Voilà, donc je vous remets ici en grand cette paroi digestive avec la muqueuse, l'épithélium superficiel, le chorion en dessous, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. C'est très important d'avoir bien ça en tête. Le foie et le pancréas, donc, qui sont des organes à part, sont constitués également de cellules différentes. Au niveau du foie, on a des cellules épithéliales qui sont séparées par des travées dans lesquelles se trouvent les vaisseaux et les canalicules biliaires qui n'ont pas de paroi. Le pancréas, la glande ici, est une glande en fait, formée de cellules glandulaires. On a le pancréas exocrine et également un pancréas endocrine qui sécrète toutes les hormones qui régulent notamment le sucre. Les types des cancers varient selon le type de cellule. En fait, l'adénocarcinome correspond au cancer issu de l'épithélium glandulaire. Donc, on en trouve au niveau du bas œsophage, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle, le côlon, le foie et le pancréas. Par contre, au niveau de l'œsophage et l'anus, on a des cellules épithéliales épidermoïdes ou malpighiennes. Et donc, dans ces cas-là, le cancer s'appelle un carcinome épidermoïde. On a également dans le tube digestif et au niveau du pancréas, au niveau du foie également, des tumeurs neuroendocrines qui là sont issues des glandes endocrines. Le développement du cancer. Donc le cancer se développe au départ localement. Ça commence effectivement au niveau de la couche muqueuse et puis l'extension du cancer va se faire de proche en proche dans la paroi digestive, commencer par la muqueuse, puis la sous-muqueuse, la musculeuse et puis enfin la séreuse. Après cette infiltration locale, on a une diffusion à distance et donc des métastases ganglionnaires et viscérales. La classification internationale des cancers, la classification TNM, a été actualisée en 2017 et varie selon les organes. Comme vous le savez déjà sans doute, le T symbolise la taille tumorale initiale et va de T0 à T4 et donc représente finalement l'extension dans la paroi. Le T1, bon là c'est l'estomac puisque ces classifications sont différentes selon les localisations. Au niveau de l'estomac, sur le T, c'est assez équivalent quand même. C'est sur le N que ça varie, et puis parfois sur le M. Donc, le T1 correspond à la tumeur limitée à la muqueuse ou à la sous-muqueuse, le T2 à la musculeuse, le T3 à la séreuse, et le T4 envahit, donc la tumeur envahit l'organe de voisinage.
Les N varient en fonction du nombre de ganglions et de la localisation parfois des ganglions. Et enfin, le N correspond aux métastases. Lorsqu'il y a eu un traitement avant l'intervention, on peut ajouter donc sur le compte-rendu histologique, parce qu'il y a aussi une classification histologique TNM, un Y au PTNM, qui est la classification là, post-opératoire anatomopathologique. Dans le côlon, il y a des petites particularités. Morgane nous avait demandé d'essayer de préciser ça. Il n'y a pas besoin de le retenir, mais peut-être que vous l'ayez quelque part pour comprendre à quoi ça correspond. Le T4A correspond donc aux tumeurs perforant le péritoine viscéral. Le T4B correspond aux tumeurs envahissant directement les autres organes ou structures de voisinage. Le N1A correspond à une métastase dans un ganglion lymphatique régional. Le N1B a des métastases dans 2 à 3 ganglions lymphatiques régionaux. Le N1C, que l'on voit parfois, correspond à des nodules ou dépôts tumoraux satellites dans la sous-séreuse ou dans les tissus péricoliques ou périrectaux non péritonéalisés. Si une paroi veineuse est identifiée sur la pièce histologique, le nodule sera classé comme une invasion veineuse V ou lymphatique L. De même, si des structures nerveuses sont identifiées, le nodule est classé invasion périnerveuse, donc PN1. Alors, la classification TNM détermine les stades de gravité des cancers, comme vous l'avez vu, les différentes couches, les atteintes ganglionnaires, les métastases, et elle est corrélée au pronostic. Là, vous avez par exemple la classification colique, stade TNM avec les stades ici, et donc la fréquence de ces cancers et la survie à 5 ans. Vous voyez effectivement que plus le cancer avance dans la paroi, plus il y a d'atteintes ganglionnaires, moins le pronostic est bon. Et lorsqu'il y a des métastases, effectivement, on est sur une survie à 5 ans qui est faible. Ça, c'est valable dans tous les organes. La classification TNM qu'on ajuste, qu'on détermine plutôt avant traitement, nous permet d'ajuster les traitements pour obtenir la meilleure survie ou la guérison. Je vous ai mis ici quelques exemples. Jean-Philippe y reviendra tout à l'heure. Dans le côlon, on prescrit, on valide plutôt en RCP un traitement adjuvant lorsqu'il y a des ganglions ou lorsqu'il y a une tumeur qui atteint la séreuse ou un organe adjacent. On peut également, dans le rectum, prescrire un traitement néoadjuvant dans les cancers N+ ou T3, ou au-delà de T3 plutôt. Un traitement périopératoire également dans les cancers de l'estomac à partir du T2N0. Et enfin, au niveau de l'œsophage, sur les petits cancers, on fait un traitement chirurgical et au-delà, on va sur des traitements par radiochimiothérapie. Les tumeurs neuroendocrines. Donc, Morgane nous avait demandé d'essayer de préciser ça. Ce sont des tumeurs, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les cellules neuroendocrines sont présentes partout dans l'organisme et dans le tube digestif. Donc, elles vont se développer à partir de ces cellules-là. L'incidence est en augmentation depuis 30 ans. Ce sont des tumeurs rares à croissance lente. Elles peuvent sécréter des hormones et dans ce cas, on parle de tumeurs neuroendocrines fonctionnelles. C'est pour ça que certains patients ont des dosages réguliers des hormones qu'on met dans nos courriers, dans nos fiches RCP également. Ça nous permet après de suivre l'efficacité de nos traitements. Il y a une classification histopronostique spécifique de ces tumeurs-là, qui est fonction de l'index de prolifération cellulaire, le Ki67, et de l'index mitotique. La classification histopronostique tient compte également du caractère plus ou moins bien différencié des cellules. Donc, je vous ai mis ici la dernière classification, puisqu'elle a été régulièrement actualisée, OMS 2017, où on a dans la première colonne le caractère plus ou moins bien différencié de la tumeur sur le plan histologique, le Ki67, donc les tumeurs de grade 1 sont bien différenciées, ont un Ki67 inférieur à 3% et un index mitotique inférieur à 2 dixièmes. Dans les TNE de grade 2, le Ki67 est donc entre 3 et 20%, avec un index mitotique également faible, entre 2 et 20. Ici, dans les tumeurs neuroendocrines de grade 3, on a un KI supérieur à 20%.
Dans les tumeurs peu différenciées ou pas différenciées, on a un KI très élevé, hein, souvent bien supérieur à 20%. Cette classification-là est très importante parce qu'elle nous permet déjà de savoir si on est face à une tumeur agressive, puisque les gratois sont quand même très agressifs, hein, ne sont pas des tumeurs d'évolution lente, et d'ajuster les traitements, hein. Ces patients-là, souvent, on va les surveiller au départ, puis prescrire un traitement en cas d'évolution, alors que ceux-ci, les grades 3, on va d'emblée prescrire une chimiothérapie. D'accord? Alors, les gystes sont des tumeurs rares également, différentes des tumeurs neuroendocrines. Ce sont des tumeurs conjonctives. Elles se développent, elles, à partir du chorion. Vous vous souvenez, le chorion, c'est dans la couche muqueuse, hein, sous l'épithélium. Également à partir de la sous-muqueuse parfois. Ce sont des tumeurs à malignité variable en fonction de la localisation, de la taille et de l'index mitotique. Il y a une classification pronostique spécifique, la classification Miettinen que vous voyez parfois, hein. Et à partir de cette classification, on décide ou pas, après chirurgie, de faire un traitement par chimiothérapie. Vous voyez également une recherche de mutations génétiques pour évaluer la sensibilité au traitement, hein. Ce sont les gènes c-KIT et PDG-FRA. Il y en a d'autres aussi. Voilà. Alors, dans le cancer digestif, il y a plusieurs étapes. La première étape, évidemment, comme dans tous les cancers, c'est le diagnostic. Alors, le diagnostic, il peut être fait à différents niveaux, hein. Ça peut être le dépistage en coloscopie, par exemple, chez les patients qu'on surveille, ou après un test de recherche de sang dans les selles, qui est le test OC-Sensor. Ça peut être fortuitement aussi. Parfois, des patients ont des examens à d'autres occasions et on découvre effectivement des cancers, ou en imagerie ou endoscopie réalisée en raison de manifestations cliniques. Ça, c'est la situation quand même la plus fréquente. Lorsqu'on découvre une anomalie sur un examen, il faut faire un prélèvement. Le prélèvement est nécessaire pour confirmer le diagnostic de cancer. Après ce diagnostic, on réalise un bilan d'extension et à partir duquel on définit la classification TNM sur laquelle on décide du type de traitement. Le prélèvement, il est fait en endoscopie pour les cancers endoluminaux, c'est-à-dire l'œsophage, l'estomac, le côlon. On peut également faire des biopsies transcutanées sous échographie ou sous scanner pour les lésions qui sont dans le foie ou les masses sans primitif évident. On peut également faire, et ça vous le voyez fréquemment, des cytoponctions plus ou moins biopsies en écho-endoscopie, surtout pour les cancers du pancréas ou les ganglions, et des brossages en cathétérisme des voies biliaires pour les cancers des voies biliaires ou du pancréas. Pour faire le bilan d'extension et donc établir le stade TNM avant traitement, il faut faire des examens. Et l'examen de référence, pour nous, c'est quand même le scanner TAP, scanner thoraco-abdominopelvien. Cependant, dans certaines localisations, il est nécessaire d'évaluer précisément l'extension dans la paroi et le statut ganglionnaire, hein. C'est le cas dans l'œsophage, dans l'estomac, dans le rectum et dans l'anus. C'est pour ça qu'on complète le scanner TAP, par un TEP scanner, une écho-endoscopie ou une IRM. Et c'est à partir de là qu'on va choisir le traitement. Donc, une particularité, je vous ai choisi quelques localisations un petit peu différentes, comme le rectum et l'anus. Là, on fait effectivement une écho-endoscopie anorectale ou une IRM pelvienne. Ces examens-là permettent en fait déjà de bien localiser la tumeur, d'évaluer sa taille, le stade, donc préciser le stade dans la paroi, le stade d'évolution dans la paroi, le N, savoir s'il y a des ganglions ou pas de visibles en échographie endoscopique ou en IRM, et également les marges, très important. Donc l'écho-endoscopie, c'est vrai que l'IRM a pris un peu la main sur l'écho-endoscopie, mais elle reste importante surtout dans les stades superficiels, T1 et T2, pour voir si on peut faire des exérèses en endoscopie, hein. On peut parfois guérir certaines petites tumeurs superficielles rectales ou même ailleurs dans le tube digestif en endoscopie, en faisant des mucosectomies ou des résections plus larges. Dans l'œsophage, on fait également un TEP
scanner et une écho-endoscopie. Le TEP scanner permet de déterminer l'extension à distance, donc au niveau des organes pulmonaires, foie et ganglionnaires. Il est utile aux radiothérapeutes pour cibler le traitement. L'écho-endoscopie est toujours réalisée également dans le cancer de l'œsophage. Elle évalue l'extension locale, donc toujours l'extension dans la paroi, hein, le T, fameux T, et l'extension ganglionnaire. Et elle permet aussi, lorsqu'il y a des ganglions, de faire un prélèvement hein, par donc, une cytoponction hein, en traversant la paroi en fait, digestive sous guidage échographique. Alors, l'IRM hépatique et le TEP scanner. Donc ça, c'est des examens que l'on fait de plus en plus souvent. L'IRM hépatique est l'examen de choix pour vérifier l'absence de métastases hépatiques avant la prise en charge chirurgicale dans beaucoup de cancers, hein, notamment dans le côlon, dans le cancer du pancréas. On ne va pas opérer un cancer du pancréas sans avoir fait une IRM hépatique. Et également dans les tumeurs neuroendocrines, dans le bilan initial, on fait toujours une IRM pour voir s'il n'y a pas une métastase dans le foie. Le TEP scanner, ça devient également incontournable hein, dans l'œsophage et l'anus et de plus en plus souvent hein, dans le suivi des patients et notamment avant chirurgie dans le cancer du pancréas et avant chirurgie des métastases hépatiques, mais aussi des métastases pulmonaires. Donc, Morgane nous avait demandé d'essayer de préciser certains examens, pas si clair que ça peut-être pour tous. Je vous ai mis des petits films, je ne sais pas si on a le temps de les voir. L'écho-endoscopie, alors au-delà du diagnostic, donc du prélèvement qui est fait en écho-endoscopie ou en cathétérisme, on peut aussi faire de l'endoscopie thérapeutique. Hein. L'endoscopie thérapeutique, c'est mettre des prothèses, souvent chez les patients qui sont en situation palliative, qui ne vont pas être opérés. On peut mettre des prothèses dans la voie biliaire pour lever l'obstacle lié à la tumeur ou dans le côlon ou le duodénum pour lever également l'obstacle tumoral responsable d'une occlusion haute ou basse. Est-ce qu'on a le temps de voir les films YouTube, Morgane ? Il dure combien de temps? On peut peut-être essayer un. Jean-Philippe, après, il restera 25 minutes au minimum pour D'accord. Alors, je crois que le premier, c'est l'écho-endoscopie. Le deuxième, c'est le cathétérisme. Qu'est-ce qui est le moins clair pour… je ne sais pas si au choix des 3C, si quelqu'un veut… Le cathétérisme. OK. Alors, je vais mettre le deuxième. Ça a marché. Ouais. Alors, je ne fais pas de la pub hein, pour la clinique. Hein. Vous entendez? Oui. C'est chez eux. Chez nous. Elle permet de rechercher la cause de troubles bio-pancréatiques et elle consiste à introduire un endoscope par la bouche pour le descendre jusqu'au duodénum, région où s'abouchent les voies bio-pancréatiques. Une fois dans le duodénum, on introduit des instruments qui nous permettent d'extraire des calculs, de dilater des retrécissements, de réaliser des biopsies pour diagnostiquer des tumeurs et qui nous permettent de mettre des prothèses ou des stents afin de rétablir des poumons biliaires ou créatiques. La cholangiographie perendoscopique rétrograde, CPRE, permet de réaliser des actes à visée diagnostique et thérapeutique. Mise en œuvre au bloc opératoire sous anesthésie générale, cette procédure nécessite un plateau technique et des équipes entraînées. Et donc l'autre, c'était l'écho-endoscopie. Je pense on a peut-être le temps, si l'autre est courte aussi, de voir l'autre. Et éventuellement, si c'est possible, juste d'augmenter un peu le son, parce que c'est vrai qu'on n'entendait pas très bien. Ah oui, celle-là est plus longue, 7 minutes. Je ne sais pas si on a… Voilà. Ah ben, j'ai perdu mon… Alors… Bien qu'il fait ça quand même. Oui, c'est bien qu'il fait ça. Ah si.
Parce que le fait, ça va bien. On verra après peut-être. Oui, c'est haletant, ou puis sinon, il y a les liens de toute façon dans le… Voilà, vous pouvez aller voir les liens. Après, si c'est diffusé, peut-être enlever les liens quand même. Parce que comme c'est de la publicité aussi pour la clinique. Je ne sais plus quelle clinique d'ailleurs. Voilà. Okay. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que je ne sais pas ce que vous préférez. Est-ce que Karine, s'il y a des questions, ou alors on fait après le topo de Jean-Philippe peut-être? Ouais, on va faire Est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse ces questions là maintenant, si vous voulez bien? Ah, si tu veux. Alors, est-ce qu'il y a des questions à chaud? Oui, bonjour, c'est Patrick. Est-ce que vous pouvez donner des informations à ce qu'est un brossage des voies biliaires? Oui. En fait, donc, vous avez vu le film, hein, la procédure là, consiste à mettre donc des fils guides ou des prothèses. On peut aussi mettre des petites brosses par la papille duodénale et ainsi brosser en intrabiliaire la tumeur et ramener les cellules néoplasiques. Et donc, on envoie ce matériel à la NAPAT pour une analyse cytologique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Après, peut-être, je pense que les questions viendront aussi quand on déroulera la fiche type. Ouais, sur la biopsie hépatique, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais c'est généralement fait sous anesthésie locale, en échographie ou sous scanner. Ça me paraissait pas forcément nécessaire de rentrer dans le détail. Je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais c'est fait sous anesthésie locale. On peut passer à Jean-Philippe, du coup. Merci beaucoup, Karine. Et donc, bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Medges et j'ai la particularité d'appartenir à Onco-Bretagne et au pôle régional de cancérologie. Alors, ce que j'ai essayé de vous faire… Oula, juste, excuse-moi, Jean-Philippe, il y a beaucoup d'écho. Je ne sais pas s'il y a deux… Non, mais ça, Ouais, il faudrait que tu fasses les deux. non. Là, c'est vraiment cher. Est-ce que ça va là? Non, toujours pas. Bon, alors si tu éteins ça, est-ce que ça va mieux? Non. Désolée. Est-ce que si je fais ça… On dirait un jean d'une bonne. Attends. En fait, il faut que tu arrêtes le son chez nous. Il est coupé là. Est-ce que c'est mieux là? Toujours pas. En fait, je suis en train d'essayer de jouer sur deux tableaux. Là, c'est mieux, là. C'est mieux là, regarde. Voilà. Voilà. Génial. Bon. Alors, l'idée qu'on avait avec Karine, c'était de vous présenter les deux parties. Il est hors de question en quelques minutes que je vous brosse tous les médicaments qui sont dans les cancers digestifs utilisables ou à utiliser. Donc, le challenge que j'ai essayé de faire, c'était de vous faire un overview de deux choses. La première chose, tu peux passer, c'est de vous dire que s'il y a des plans cancer, s'il y a toute une histoire qui est faite autour du cancer, c'est que quand vous regardez la cause des décès en France, et c'est toujours le cas, toutes tumeurs confondues, je ne vous parle pas des tumeurs digestives, je vous parle de toutes tumeurs confondues, eh bien, ça émarge à presque 30% des causes de décès. Donc, le premier truc qu'on va dire, c'est que la mortalité en France et le cancer, c'est une histoire malheureusement d'amour tout à fait horrible, contre laquelle il faut essayer bien évidemment de lutter. Et du coup, tu peux faire le suivant.
Et du coup, il faut savoir contre quoi on se bat. En fait, les Français ne savent pas toujours faire une addition. Et donc, vont vous mettre en avant que le cancer du sein est le premier cancer en termes de fréquence. Sauf que le cancer du sein, si on y met en face le digestif, vous voyez que le digestif, comme vous l'a très bien expliqué Karine, ça va être le côlon rectum, l'estomac, le foie, l'œsophage, le pancréas, les voies biliaires et ainsi de suite. Et puis surtout, si vous faites cette addition, vous vous retrouvez à peu près sur 40% des cancers, toutes localisations confondues, qui appartiennent au digestif. Donc, c'est plus qu'un réel problème de santé publique, puisque sur les 30%, on pourrait se dire il y en a 15% qui expliquent. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Parce que si vous regardez nouveaux cas et mortalité, et si vous regardez le sein en haut, la petite pastille verte est censée vous mettre en fonction de l'incidence la mortalité. Dans les 30% de mortalité, vous allez retrouver de façon écrasante les cancers digestifs. Et donc, le cancer du sein est plutôt, entre 2000 guillemets, un cancer qui a bon pronostic parce qu'au prorata de l'incidence, le nombre de cas par an, ceux et celles qui vont mourir, je vous rappelle qu'il y a 1% des cancers du sein qui surviennent chez l'homme et 99% chez la femme, eh bien, il va y en avoir une partie, mais ça ne va pas être en comparaison la situation du cancer du pancréas où vous voyez que tout en bas, pancréas incidence et pancréas décès, c'est quasiment égalité. Diapositive suivante. Si on va dans le un peu plus violent et si on part aux États-Unis, vous y voyez un truc très simple qui est, si vous regardez, tout en haut, le cancer de prostate, qui a plutôt un bon pronostic parce qu'il va être dépisté très tôt, et tout en bas, le cancer du pancréas, qui a un très mauvais pronostic parce que justement, dans la majorité des cas, le cancer du pancréas va être dépisté alors qu'il n'est pas opérable. Donc, il va être le champ, on va le voir, de traitements comme de la chimiothérapie, et on verra que c'est essentiellement la chimiothérapie, avec les pronostics qui sont à peu près sur tous les réseaux sociaux et toutes les situations que vous voudrez, réseaux sociaux, bouquins, journaux, machin, ou quand on donne un exemple sur un cancer qui a de mauvais pronostics, on considère qu'au mieux chez des gens très en forme, quelqu'un qui a un cancer du pancréas métastatique, avec les procédures actuelles de chimiothérapie, c'est des médianes de survie aux alentours de 10 mois de médiane de survie. Et lorsque le patient n'est pas très en forme, c'est un effondrement du pronostic. Donc, en premier, ce qu'il faut retenir, c'est que cancer digestif extrêmement fréquent dans la population et malheureusement encore extrêmement pourvoyeur, et vous le voyez quand vous regardez le bas de ce challenge immense, liver, c'est le foie, ésophagus juste au-dessus, c'est l'œsophage, juste au-dessus, il y a l'estomac, et il faut être honnête, dans le liver, vous avez foie et voie biliaire. Donc, vous avez là, en bas, tous les champions du monde du mauvais pronostic qui sont regroupés et qui sont regroupés malheureusement dans le digestif. Diapositive suivante. Du coup, quand on va parler de traitement, il faut bien évidemment connaître les options qu'on va avoir dans le cadre de quelqu'un qui a une tumeur qui est toute petite et pour lequel on va favoriser dans l'écrasante majorité des cancers digestifs la chirurgie. Et le fait que même si la tumeur est toute petite, il existe ou pas des ganglions qui vont être autour de la tumeur et qui vont être atteints et qui vont, ganglions, montrer que la tumeur n'est plus simplement dans l'organe de départ, mais a déjà envoyé des cellules. Et il faut comprendre que dès qu'il y a des ganglions, le pronostic que va avoir le patient par rapport à l'absence de ganglions mis en évidence va complètement changer. Et c'est la raison pour laquelle, à la chirurgie, quand on peut faire de la chirurgie sur quelque chose qui est très localisé, on va très souvent adjoindre un traitement complémentaire qui de chimiothérapie, beaucoup plus rarement de radiothérapie. Diapositive suivante. Le premier pas dans notre métier, et ce qui vous compreniez qui a vraiment changé la donne
territoire par territoire, c'est la multidisciplinarité. Diapositive suivante. Ce que j'ai connu moi à une époque, quand j'étais jeune externe, où on allait voir Dieu le Père, qui décidait tout seul si on allait vous opérer, si vous faire une chimiothérapie, etc., ça doit être proscrit. Le gars qui décide tout seul dans son coin, c'est plus possible en cancérologie. Diapositive suivante. Ce qui va être le changement pour le patient, c'est ces fameuses RCP que vous connaissez en territoire ou qui vont dans certains cas être des RCP de recours. En tout cas, ensemble, à plusieurs spécialités. Et j'insiste sur le fait que la gagne, c'est plusieurs spécialités, mais autour aussi, plusieurs professions ensemble. Parce qu'un patient qui a un cancer du pancréas qui rentre dans la maladie, il va avoir besoin de diététiciennes, de psychologues, d'assistantes sociales, de plein de gens qui vont faire que cette multidisciplinarité sur la décision du traitement va être aussi accompagnée par un max de monde autour qui vont l'aider. Et ça, c'est crucial. Si en plus le gars se pose des questions transcendantales sur plein d'autres points ou est complètement à la rue d'un point de vue psychologique, le fait de ne pas l'aider ou le fait de ne pas d'être sur une lutte contre la douleur ou toute autre prise en charge globale est un point qui est déjà un point négatif. Donc, c'est vraiment la prise en charge globale dès le départ. Diapositive suivante. Alors, bien sûr, notre pratique quotidienne, c'est ce scanner que vous voyez avec à votre gauche sur l'écran, à la droite dans la vraie vie, le foie et toutes les grosses taches noires que vous voyez au sein d'un foie qui est gris, c'est des métastases. Ce patient-là a des métastases multiples et suivant le type de cancer, s'il y avait moins de métastases, on pourrait discuter de l'opérer. Le challenge, par exemple dans le cancer colorectal, chez quelqu'un qui a des métastases hépatiques et uniquement des métastases hépatiques, va être d'essayer d'opérer ce patient. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas l'opérer, ça va donc être le challenge de rajouter des médicaments. Diapositive suivante. Tu peux rappuyer. De plus en plus, la situation va être bien sûr de s'adapter au patient. Et vous voyez là un infirmier qui est en train de prélever un patient. Mais de plus en plus, et Karine vous l'a expliqué, les tests qui vont être faits en parallèle vont nous permettre d'affiner la décision thérapeutique par des profilages sur la tumeur, par des profilages sur la génétique du patient, on y reviendra dans quelques secondes, c'est-à-dire voir le patient comme une entité et non plus voir le patient, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le scanner avec des métastases. On ne traite pas des scanners, on traite des patients, avec bien évidemment un âge, un G8, un profilage, ses antécédents, ses comorbidités, etc. Et une chimiothérapie, par exemple, ce n'est pas ça passe ou ça casse. Une chimiothérapie, c'est au maximum essayer d'adapter pour le patient avec les effets secondaires qu'on connaît tous et les effets secondaires qui aujourd'hui peuvent être managés quand justement on va adapter les doses, mais pas les doses comme ça à l'air, mais les doses avec des profils génétiques dont on va reparler dans quelques minutes qui vont permettre, y compris sur les doses, de pouvoir adapter et donner le bon 100% de traitement aux patients. Diapositive suivante. Alors, j'ai fait exprès de vous la faire, celle-là, parce qu'elle est imbitable. Mais vous avez ici toute la pharmacopée et tous les types de molécules qu'on pourrait utiliser ou qu'on utilise ou qu'on va utiliser dans les cancers, quels que soient les cancers et pas simplement digestifs. Vous voyez qu'il y a une pharmacopée qui est extrêmement importante et encore, elle est sous la réalité. À partir de là, on va essayer d'être un peu plus clair parce que ça, c'est quasi illisible et incompréhensible. Diapositive suivante. Donc, la première chose qu'on va comprendre, c'est que à côté de la chimiothérapie, qui est la chimiothérapie usuelle, la chimiothérapie usuelle, c'est toute proportion gardée, et je l'explique aux patients, quelqu'un qui rentre avec un fusil à pompe dans une pièce et qui va tirer sur tout ce qui bouge. Globules blancs, globules rouges, plaquettes, tout ce qui bouge. Vous voyez bien que vous êtes en situation là de vous retrouver dans une problématique qui est que tout le monde va prendre, y compris, bien évidemment, quand même le cancer, mais les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes.
Qu'est-ce que vous montre l'anticorps? L'anticorps, c'est toute proportion gardée quand vous êtes dans cette pièce. Si je vais appuyer sur la porte avec la clé que je rentre la clé et j'ouvre la porte. L'anticorps, c'est exactement ça. C'est rentrer dans la cellule ou rentrer dans l'entourage de la cellule avec un médicament qui va aller se raccorder. Et vous comprenez bien que si la clé existe et si la clé n'existe pas, ça ne va pas être la même musique. Diapositive suivante. En parallèle de la chimiothérapie et des anticorps que je viens de vous donner, actuellement, les patients, quand ils arrivent en consultation, énormément demandent s'ils ont accès à l'immunothérapie. C'est humain. Pourquoi c'est humain? C'est humain parce que nos patients, ils ont vu à la télévision cette fameuse présentation qui date de 2015, où à l'époque, à la Société américaine de cancéro, c'est le succès de l'immunothérapie dans le cadre des mélanomes. Et donc BFM, déjà à l'époque, va nous polluer un peu l'affaire en essayant d'expliquer. Bon, en très gros dans le texte, qu'est-ce que c'est l'immunothérapie? C'est extrêmement simple. Normalement, vos globules blancs humains nos globules blancs humains, vont avoir l'aptitude d'aller taper sur ce qui est le non-moi, le non-vous. Le non-vous, c'est donc quelque chose qui est extérieur. La cellule cancéreuse est considérée normalement comme extérieure. Donc, spontanément, les globules blancs, normalement, vont sauter sur la cellule cancéreuse. Sauf que la cellule cancéreuse, elle va faire un peu comme à l'Andivisio avec les avions. Quand ils décollent et que c'est des avions de chasse, s'il y en a un derrière qui veut essayer de le toper, eh bien, il va envoyer des leurres. Et la cellule cancéreuse ne va plus être reconnue de la même façon par le globule blanc. Qu'est-ce que va faire l'immunothérapie? Elle va faire le lien, ou elle va rétablir le lien entre le globule blanc et la cellule cancéreuse. Et donc, l'immunothérapie qui est extrêmement à la mode est de façon assez intéressante un traitement qui intellectuellement est assez, on va dire, waouh, qui d'un point de vue effet secondaire dans l'inconscient des gens, et ils n'ont pas tort, va donner moins d'effets secondaires, je n'ai pas dit pas d'effets secondaires, et ça c'est un point qui est crucial, il faut arrêter de raconter que l'immunothérapie ne donne pas d'effets secondaires. Simplement, en regard, les chimiothérapies, lorsqu'elles ne sont pas adaptées, vont donner beaucoup plus d'effets secondaires qu'une immunothérapie. Mais l'immunothérapie peut donner des effets secondaires d'auto-immunité, c'est-à-dire qu'on va emporter le corps à aller plus loin que d'aller casser la figure à la cellule cancéreuse et éventuellement, il peut aller secouer la thyroïde du patient, le poumon, le tube digestif en passant. Diapositive suivante. Ça va très très loin et je veux que vous compreniez que nous, en France, on n'a pas du tout la même situation qu'aux États-Unis. Vous avez ici une publicité que vous allez avoir aux États-Unis à la télévision comme ailleurs, c'est une publicité pour l'immunothérapie. Et vous voyez qu'en fait, cette dame dit qu'elle est plus que sa maladie et qu'elle est même peut-être unique way, la seule voie pour lutter contre. Donc, vous voyez que l'immunothérapie va aussi aux États-Unis être le sujet de publicité qu'on ne comprendrait pas en France, mais qu'aux États-Unis, vous allez avoir. Du coup, en fait, on est dans une forme de prise en charge qui va être complètement différente, y compris une forme d'acceptation des médicaments complètement différente. Diapositive suivante. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour donner le meilleur aux patients en cancérologie digestive? Eh bien, il faut que vous compreniez que l'urgence pour un patient qui vient pour une première consultation va être que des tests puissent être faits ou qu'on puisse avoir les résultats de ces tests pour prendre une décision. Et par exemple, dans le côlon, le premier test qui va être fait sur la tumeur va être de savoir si la tumeur est MSS, stabilité microsatellitaire, je vais vous expliquer ce que c'est, ou instable. Instable, c'est-à-dire une tumeur qui est probablement plus immunogène et qui représente aussi, la plupart du temps, des formes de maladies qui sont quasi familiales. D'un côté, les MSI, probablement entre 5 et 6% des patients qui ont une tumeur colique. De l'autre côté, 95% qui n'ont pas une tumeur colique dite familiale et qui donc apparaissent comme MSS.
2 autres gènes actuellement font l'état de référencement au niveau national en France comme étant tout à fait stratégique pour prendre une décision dans le cadre d'un cancer du côlon essentiellement métastatique qui nécessite donc un traitement médical. C'est le gène RAS et le gène BRAF. BRAF, c'est simple à se rappeler, c'est du chien-dent. C'est une tumeur d'une agressivité extrême. On ne s'est pas rendu compte de l'existence de ces patients dits BRAF depuis très longtemps, quelques années maintenant, mais on commence à avoir des essais qui sont zoomés sur le BRAF. Comme dans le cancer du sein, vous avez des essais qui sont zoomés sur ce qu'on appelle les triples négatifs. Triples négatifs, ce sont ces femmes qui ont les récepteurs hormonaux qui sont négatifs sur la tumeur du sein et le fameux statut HER2 qui est négatif. Dans le côlon, vous allez être amené à entendre un certain nombre d'autres tests qui commencent à arriver et qui pour autant n'ont absolument pas l'AMM. Et là, il faut être clair, on peut risquer d'être dans une situation de mauvais usage du médicament, puisqu'en fait, on peut se redire « Ah ben, il n'y a pas grand-chose à faire, alors on va tenter ce médicament parce qu'il y a une surexpression de tel ou tel gène dans ce cancer du côlon et on a un médicament qui vient de sortir dans un autre endroit et ainsi de suite. » Ça, il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver très rapidement dans l'apprenti sorcier. Ce n'est pas parce que vous avez un gène qui va être surexprimé ou pathologique dans un type de cancer et que ça marche dans ce type de cancer, que ça va à tous les coups marcher dans le côlon. Et je vais vous donner un exemple très simple. Dans les mélanomes, on utilise des anti-BRAF. Dans le cancer du côlon BRAF muté, utiliser un anti-BRAF seul n'a aucun intérêt. Donc, vous voyez que ce n'est pas parce que vous allez avoir quelque chose qui clignote sur la tumeur que ça marche à tous les coups. Dans le cancer de l'œsophage et de l'estomac, ce qui est primordial à avoir comme test et ce qui n'est pas possible intellectuellement de ne pas avoir si on n'a pas une prise de décision dans le cadre d'un cancer de l'estomac ou de l'œsophage adénocarcinomateux en première ligne métastatique, c'est qu'on n'ait pas dans le dossier le statut HER2. Ça, c'est le premier niveau. Mais le premier niveau, il va plus loin. Il y a maintenant, depuis pas mal de temps, presque 10 ans, des guidelines, c'est-à-dire une façon dont on va faire le test HER2 dans l'œsophage et l'estomac, qui va faire que si vous ne le faites pas de cette façon, vous pouvez annoncer que le patient est négatif, alors qu'en fait, il est positif. Donc, nos anapathes connaissent bien ça. Les gastro-entérologues savent qu'il faut multiplier les biopsies parce que ce n'est pas sur une seule biopsie qu'on prendra la décision d'un statut HER2 positif ou négatif. La suite, c'est le cholangiocarcinome que j'ai voulu mettre en avant parce qu'il y a encore 2-3 ans, il n'y avait pas de médicament dans le cholangiocarcinome qu'on puisse donner aux patients en dehors d'une première ligne qui utilisait 2 chimiothérapies, le Gemzar et le cisplatine. Et il y a un peu plus de 2 ans maintenant, une étude anglaise qui avait montré qu'en 2e ligne, le traitement par Folfox, 5-fluoxaliplatine, donc des médicaments qui sont relativement anciens, faisait mieux que rien du tout. C'est-à-dire qu'avant, après le GEM6, on n'avait pas la preuve que la chimiothérapie à base de 5-FU est un intérêt. On en faisait chez des gens qui étaient en bonne forme, mais il a fallu attendre ces dernières années pour avoir la preuve. Donc, vous voyez quand même un paysage dans le cholangiocarcinome terrible et qui est en train de bouger parce que de nouveaux médicaments sont en train d'arriver les uns après les autres sur un cancer qui reste d'un pronostic effroyable. Le cancer du pancréas, lui, n'a pas de test spécifique propre au pancréas. C'est-à-dire que quand vous avez un cancer du pancréas métastatique adénocarcinomateux, il n'y a pas besoin de lancer le RAS tout de suite. Le traitement va être typiquement une chimiothérapie. On va le voir un peu plus tard. Par contre, pour tous les patients qui reçoivent du 5-FU, dans certains centres, depuis plus de 20 ans, on faisait un dosage qui s'appelle la DPD, c'est-à-dire qu'on s'était bien aperçu qu'il y avait 1% des patients qui, quand vous leur donniez du 5-FU, morflaient. Morflaient parce qu'ils n'avaient pas l'enzyme pour retirer du sang. Il a fallu
la mort d'une dame, mais en fait la mort d'autres patients, très clairement, pour que le gouvernement, l'INCa, tout le monde se réunisse et voit qu'il y avait des disparités en France, qu'il y avait des centres qui faisaient ça depuis des années et qui l'expliquaient à tous les autres qui ne les écoutaient pas. Et de l'autre côté, des centres qui ne le faisaient pas, mais qui se sont donc mis à le faire très rapidement. Aujourd'hui, c'est médico-légal. Si vous voulez donner du 5FU, or le 5FU reste la drogue de chimiothérapie centrale dans les cancers digestifs, eh bien, il faut faire ce fameux dosage de DPD, c'est même plus discutable. Diapositive suivante. Du coup, vous voyez que la décision en cancérologie, elle va être quelle thérapeutique, quelle cible, quelles éventuelles associations. Diapositive suivante. Et vous allez vous retrouver avec ce concept de la cellule et de la possibilité de taper sur sa cellule ou autour de la cellule. Diapositive suivante. La difficulté très rapide de se croire trop beau quand on regarde le journal, le télégramme ou machin qui disent « grande découverte aux États-Unis, ça y est, on a une nouvelle molécule ». Dans 99,99%, c'est du pipeau total. C'est simplement 3 souris qui vont beaucoup mieux et les gars qui annoncent qu'au fond de l'article, dans une quinzaine d'années, peut-être que ça va changer la face du monde. Sauf que des patients qui sont en détresse, c'est terrible. Ils ont l'impression qu'il faut partir tout de suite à Cleveland ou je ne sais où pour aller avoir un traitement X ou Y. Diapositive suivante. Et donc, toujours, cette situation où tous ensemble, on prend une décision pour le meilleur pour le patient et donc l'entrée, c'est ce que je viens de vous dire, de ces fameux tests qui vont être stratégiques. D'où la rapidité pour nos collègues secrétaires de bien comprendre qu'il est stratégique quand il y a une demande de RAS ou de BRAF qui part pour un patient, on essaye de le faire partir en urgence pour bien évidemment que le patient puisse avoir le test très rapidement et qu'on ne se retrouve pas, bien évidemment, dans la situation horrible qui serait « ah, j'ai oublié d'envoyer le fax ». Diapositive suivante. La complexité, j'ai essayé de vous la montrer sur ce fameux statut HER2. À votre droite, vous avez une tumeur du sein. Je pense que globalement, il faut être aveugle avec un chien pour ne pas voir qu'il y a plein de marrons autour des cellules. Cette tumeur est positive pour le statut HER2. Si vous regardez maintenant la tumeur de l'estomac et que vous regardez juste en dessous de marquage hétérogène estomac, vous avez une toute petite part à l'extrême gauche de la tumeur où vous ne voyez pas un pet de marron. Si vous vous arrêtez à cette zone-là, bien vous passez à côté de toutes les zones marron qui sont à votre droite quand vous regardez, qui elles sont positives. Vous comprenez bien à quel point, si la technique n'est pas bien faite, le patient ne va pas recevoir le bon traitement. Or, le statut HER2 dans l'estomac change la donne comme dans l'œsophage. Diapositive suivante. Voilà ce que nous, médecins, on a l'habitude de regarder, qui vont être des courbes de survie. Vous voyez qu'en fonction, en rouge orangé versus en bleu, si vous donnez le même médicament à des gens qui sont HER2 négatifs en bleu ou HER2 positif en rouge, il y a 10 ans à la première publication, vous changez la donne pour le patient de plus de 4 mois de médiane. Mais surtout, vous regardez que, alors que ces patients qui avaient un cancer de l'œsophage avaient des médianes de survie dans la réalité avec une chimiothérapie de quelques mois, vous allez avoir 20 ou 30% des patients qui vont se retrouver vivants à 2 ans et demi ou 3 ans. Vous changez déjà le pronostic avec un seul médicament qui est le HER2. Diapositive suivante. Parce que de l'autre côté, alors on fera un truc juste après aux questions, on verra si vous êtes très très fort, regardez bien la bagnole qui est en haut et vous me direz ce que c'est. On verra s'il y a des très très bons. C'est une vieille voiture. Eh bien, devant vous, vous avez ce qu'on appelle les vieilles montures. C'est les vieilles chimiothérapies et pour certaines, ce n'est pas vraiment des vieilles chimiothérapies puisqu'elles sont toujours utilisées en monothérapie ou en polychimiothérapie, chez plein de patients qui, par exemple, ne rentrent pas dans les essais thérapeutiques aujourd'hui. Eh bien, toutes ces chimiothérapies, elles donnent des médianes dans la vraie vie à peu près à 9 mois de médiane de survie. Je vous ai parlé tout à l'heure de gens qui étaient vivants jusqu'à 30 ou 40 mois. Donc, vous voyez le champ extraordinaire d'optimisation qu'on peut avoir avec essayer de repérer tel ou tel gène qui pourrait être anormal sur une tumeur et essayer d'attaquer plutôt que d'attaquer simplement à la chimiothérapie conventionnelle. Et 2,
une sélection dans le bon sens des patients qui va être que le test, s'il ne marche pas à tous les coups, il faut qu'il soit impeccable pour pouvoir donner la bonne réponse. Diapositive suivante. Ça, c'est le bad trip qu'on a eu pendant des années dans le cancer de l'œsophage et de l'estomac. Vous voyez en bas ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Donc, on les associait aux chimiothérapies en se disant « c'est pas possible que ce ne soit pas mieux ». Eh bien, chacune de ces chimiothérapies ciblées, donc de ces thérapies ciblées qui ont été associées dans le cancer de l'œsophage et estomac, n'ont pas donné de bénéfice par rapport à la chimiothérapie seule. Et donc, pendant des années, on a eu ce bad trip d'avoir l'impression qu'on tournait en rond. Alors, vous voyez que le gars ne tourne pas en rond, mais enfin, il repart dans chaque sens et il n'avance pas, quoi, malheureusement. Diapositive suivante. Et puis, un jour, on a vu arriver de l'immunothérapie. L'immunothérapie associée à de la chimiothérapie dans les cancers de l'œsophage. C'est le dernier summum. Vous y voyez par hasard mon nom, parce que tous ensemble, dans tout le réseau Bretagne et au-delà, avec une structure qui s'appelle Arpego, eh bien, on a fait participer des patients du Grand Ouest. On a été le plus grand centre au monde en termes d'inclusion. Et vous voyez que la signature, il y a marqué CHU de Brest, Institut de cancérologie, Arpego Network. C'est bien le network avec l'accès aux médicaments. Diapositive suivante. Quelle était la question? La question, c'est que des adénocarcinomes ou des carcinomes épidermoïdes de l'œsophage allaient être traités soit par chimiothérapie conventionnelle plus immunothérapie, le fameux pembrolizumab dans le cas qui nous intéresse, ou chimiothérapie plus un placebo. Et oui, on a bien dit que les patients n'avaient pas un placebo de la chimiothérapie. Par contre, ils n'avaient pas à tous les coups l'immunothérapie, sinon vous ne risquez pas de comparer. Diapositive suivante. Les courbes que vous voyez sont en vert ceux qui ont un cancer et qui ont reçu de l'immunothérapie plus de la chimiothérapie, en rouge ceux qui ont reçu de la chimiothérapie. Dans chacune des courbes, le petit p que vous voyez est tellement expressif en termes statistiques que ça change complètement la donne. Vous voyez qu'on va avoir des pourcentages de patients, par exemple dans l'épidermoïde de l'œsophage, qui est à votre gauche, dont le pronostic est quelques semaines lorsqu'ils sont métastatiques, lorsqu'on prend tous les patients, qui va complètement changer avec des gens qui sont vivants à 30 mois dans 30% des cas. On n'est plus du tout dans la même histoire. Diapositive suivante. On va pouvoir avoir même des tests, c'est le SPC là-haut, où on quantifie les cellules qui sont aptes à aller sauter sur la tumeur en regardant la tumeur, qui vont permettre de sélectionner ceux qui vont encore mieux marcher. Diapositive suivante. Et du coup, vous en arrivez avec cet essai thérapeutique depuis quelques 3 semaines ou à peu près à une AMM européenne. AMM européenne, ça veut dire que sur la foi de cet essai thérapeutique, les États-Unis ont donné l'AMM, l'Europe a donné l'AMM. Le souci, pour que vous le sachiez en France, c'est que vous allez avoir 2 ou 3 commissions qui vont se tripoter pour savoir si c'est génial. Et entre l'AMM européenne et le fait que les Allemands, dans les 10 jours qui suivent l'AMM européenne, ont le droit de prescrire, et la France, eh bien la France va pouvoir laisser passer 15 ou 16 mois avant qu'ils donnent ce qu'on appelle le remboursement aux collectivités, c'est-à-dire le droit aux hôpitaux, aux cliniques et à tout le monde de finalement le prescrire, parce que l'argent, on n'est pas producteur d'argent. Et c'est ça qui est terrible. Diapositive suivante. Si on s'intéresse maintenant au côlon métastatique, le côlon métastatique, pendant très longtemps, lorsque le patient était inopérable, c'était la chimiothérapie. Mais la première question dans un côlon métastatique qu'on se posait comme question, c'était de discuter la chirurgie, certes du primitif, le primitif c'est le côlon, mais par exemple de métastases hépatiques. Si on peut opérer ces métastases hépatiques, je n'ai pas dit s'il y en a 15, et s'il y en a 2 ou 3 qui se battent en duel, eh bien il faut qu'on aille les chercher si on est sûr qu'il n'y a pas d'autres cancers ailleurs. Par contre, si vous avez une carcinose péritonéale énorme, les métastases hépatiques et les métastases pulmonaires, ça ne sert à rien d'aller opérer 2 métastases hépatiques en faisant prendre des risques aux patients, alors que vous en avez partout. Pourquoi j'ai mis TC comme thérapie ciblée? Parce que très rapidement sont arrivées des thérapies ciblées, et on va voir lesquelles. Et pourquoi j'ai mis immunothérapie? Parce que l'immunothérapie arrive aussi. Diapositive suivante.
La situation du côlon métastatique est beaucoup plus complexe que le cancer de l'œsophage ou de l'estomac. Vous avez plusieurs options, dont les principaux vont être ou le Folfox ou le Folfiri. Tout ça adapté aux patients que vous avez. Comprenez bien que vous ne traitez pas de la même façon quelqu'un qui a 80 ans et plein de comorbidités avec quelqu'un qui a 45 ans, qui peut être la forme et qui va éventuellement supporter un traitement un peu plus lourd. Diapositive suivante. Pour autant, ce qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui serait MSI, eh bien, il lui faut de l'immunothérapie immédiatement. Il ne faut pas commencer une chimiothérapie chez ce patient. Il faut lui donner une immunothérapie. Vous avez compris à quel point ce test MSS, MSI, que quelquefois on n'a pas dans le dossier ou qui a été oublié d'être demandé, mais c'est dément qu'on ait oublié de le demander. Ça change la donne du patient. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas l'autorisation de mise sur le marché en France dans le sens remboursement, c'est le laboratoire qui le fournit en compassionnel, sauf que si le patient a reçu 2 ou 3 cures de chimiothérapie parce qu'on n'avait pas vu qu'il était MSI, eh bien, le laboratoire est en droit de ne pas le donner. Donc, je crois qu'il faut bien que vous compreniez toute l'importance de la prise de décision en cancérologie digestive, où à chaque fois, un certain nombre de points, comme par exemple le statut MSS-MSI, va changer la donne pour le patient. Diapositive suivante. Dans le même temps, d'autres méta-analyses et d'autres analyses vont nous faire changer nos stratégies sur ces fameux BRAF et sur les autres patients. Diapositive suivante. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on regarde aussi bien sur les données françaises que les données américaines, ce qui va se passer quand quelqu'un reçoit une chimiothérapie en première ligne, L1, première ligne métastatique, 100% des patients, on va en recevoir aux États-Unis, ce qui n'est pas complètement vrai, mais vous voyez que déjà, très souvent, ça va redescendre en deuxième ligne, c'est-à-dire que tous ceux qui ont reçu une première ligne n'auront pas de deuxième ligne. Non pas parce qu'on leur fait la gueule, mais parce que leur état général, dans certains cas, ne va pas le permettre. Et ainsi de suite, alors qu'on a plusieurs options. Diapositive suivante. De l'autre côté, très rapidement, le pancréas. Bon, ça, c'est ground zero, après le passage des 2 avions. Un patient m'a montré cette photo en me disant que le jour où on lui avait donné le diagnostic, alors je l'ai vu et je l'ai rencontré dans le cadre d'un essai thérapeutique de 2e ligne, il a souhaité m'expliquer comment il avait reçu le diagnostic la première fois et tout l'espoir qu'il mettait de pouvoir avoir une reconstruction et d'accéder à des médicaments. Et il faut comprendre qu'effectivement, dans l'inconscient des gens, le cancer du pancréas métastatique, c'est terrible. C'est un fracas psychologique parce que dans les gens, ils savent que c'est incurable. Je vais vous donner une petite information. Il y a actuellement un groupe qui est en train de travailler avec l'INCa, la Fédération hospitalière de France et les collègues d'Unicancer pour ce qui est, et ce qu'a M. Macron a appelé les cancers incurables. Les cancers incurables, il voulait dire c'était ceux qui ont très très mauvais pronostic. Et on a un certain nombre de cancérologues qui sont en train de nous expliquer que tout bien réfléchi, le cancer du sein a un très très mauvais pronostic lorsqu'il récidive. Oui, dans certains cas, c'est vrai. Mais le cancer du pancréas, par contre, c'est au diagnostic qu'il a déjà un mauvais pronostic. Avant de commencer à jouer, le patient sait qu'il joue sa vie. Et j'ai un patient il n'y a pas longtemps qui, quand il a entendu qu'il y avait des médicaments, disait « je suis venu vous voir, mais au départ, je me disais que j'allais partir au Club Med. Parce que de toute façon, quand je regardais Internet, j'en avais pour 1 ou 2 mois. Et finalement, le Club Med, c'était pas mal. » Ce qui peut s'entendre, bien évidemment. Diapositive suivante. Donc aujourd'hui, c'est quoi les traitements reconnus dans le cancer du pancréas? Eh bien, suivant l'état général, et si quelqu'un est en bon état général, on va essayer de faire le FOLFIRINOX. Je vous l'ai expliqué en faisant des tests préalables pour que le patient ne se retrouve pas avec un tsunami avec le 5FU et d'ailleurs avec l'irinotécan aussi. La deuxième possibilité, c'est le Gemzar, et je vous ai mis en petit parce qu'en France, nous n'avons pas l'autorisation en fait française d'utiliser l'Abraxane. Quand je dis l'autorisation européenne y est, mais il n'y a pas de remboursement pour ce médicament. Or, quand vous voulez tuer un médicament, vous ne le remboursez pas. Du coup, dans les territoires, vous avez des gens qui vont pouvoir utiliser l'Abraxane ou pas. Encore une fois, il est à utiliser en première ligne. En deuxième ligne, on n'a pas la preuve absolue. Mais bon. Et vous voyez que suivant l'état général dans le cancer du pancréas, j'ai mis soins palliatifs comme alternative. Parce que certains patients arrivent dans un état tellement catastrophique, et le Covid nous l'a peut-être encore plus montré, qu'on ne pourra jamais envisager un traitement chez eux et qu'il est inéthique de faire un traitement chez eux. Et pourquoi j'ai fait la part belle aux essais thérapeutiques? Parce que
Le folfirinox, c'est 11 mois de médiane de survie chez les patients qui sont le meilleur état général qu'on puisse avoir. Donc, vous voyez qu'il y a une place énorme pour essayer de donner accès aux essais thérapeutiques. Et ce que je veux que vous reteniez dans les cancers digestifs, c'est que s'il y a des cancers qui se prêtent encore mieux à l'accès aux essais thérapeutiques, quand les gens ont l'état général, bien évidemment, pour le faire, c'est les cancers digestifs, puisque j'ai essayé de vous montrer que leur pronostic est parmi les plus mauvais et que la gagne, ça va être de leur donner accès à des nouveaux médicaments. Diapositive suivante. Et je ne pouvais pas terminer, parce que je pense que dans certains endroits, vous ne connaissez pas obligatoirement, dans une structure qu'on a montée, certes au pôle régional, mais qu'on a montée avec Onco-Bretagne, qu'on a montée tous ensemble et qui est très au-delà d'Onco-Bretagne. Diapositive suivante. C'est-à-dire qu'on a mis en réseau des gens, diapositive suivante, et qu'on essaye de faciliter l'accès aux essais thérapeutiques pour des gens qui sont en Bretagne, en Pays de Loire et dans d'autres régions. Diapositive suivante. Vous voyez qu'il y a plein de structures qui sont au sein de cette mise en place, certes le pôle régional, mais bien évidemment, en Co-Bretagne, tout naturellement, il y a aussi et CHU de Brest, CHU de Rennes, etc. Diapositive suivante. Et tous les mercredis matins, ce matin à 8 h, on était regroupés. On avait des dossiers qui venaient certes de Bretagne, mais qui venaient d'ailleurs. Et sauf un cas, je crois, on a trouvé non pas un, mais quelquefois plusieurs options pour des patients, avec des cancers aussi différents qu'un cancer de la vulve, un cancer du pancréas, de l'œsophage, de l'estomac ou un cancer du sein triple négatif. Pas pour leur dire, vous avez l'obligation de venir faire cet essai thérapeutique, mais pour que les gens aient l'information. Parce que ce qu'il y a le plus dégueulasse qui soit, c'est que vous ayez une personne qui est en super forme à qui on dise il n'y a plus rien à faire, alors qu'on n'a pas l'information quelquefois, mais qu'à 100 bornes de là, vous avez un essai pour lui. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'on l'oblige à aller à l'essai, absolument pas, jamais de la vie. Par contre, qu'il ait l'information, ça me paraît être la moindre des choses. Diapositive suivante. Et donc, ce staff commun qui est en visio avec plein de centres ensemble, diapositive suivante, il a généré, vous voyez que ça, c'est un point qui est il y a quelque temps, vous pouvez rajouter plus de 500 patients de plus qui ont été vus cette année, diapositive suivante, qui sont présentés aussi bien du public que du privé avec une augmentation. Et vous voyez derrière, sur le côté, le pourcentage de patients pour lequel un essai va être proposé. Vous voyez que vous arrivez en 2020 à 61%. Ben, sachez que quand on adresse un dossier à Gustave Roussy, il y a une réponse positive dans 5%. Ça ne veut pas dire que Gustave Roussy ne sait pas faire des essais thérapeutiques. Ça veut dire que quand on est tout seul et qu'on répond pour soi-même, ben, on est 150 fois moins fort que quand on est tous ensemble. Diapositive suivante. Vous voyez que même pendant le Covid, ben, on a continué à répondre aux questions. Diapositive suivante. Et que vous voyez, vous pouvez avoir des gens qui sont présentés aussi bien du CHU de Brest qui est en ordre alphabétique, mais d'Angers, de Landerneau, de Lannion, donc de n'importe quelle structure privée, publique, PSPH, centre anticancéreux, tout le monde est amené à potentiellement présenter s'il le souhaite. Diapositive suivante. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Tu peux retirer peut-être le partage. Voilà ce que je voulais vous dire sur les cancers digestifs. Il était impossible en quelques minutes de vous serrer tous les dossiers, mais vraiment le point qui est crucial, pronostic défavorable dans la majorité des cas pour l'instant, énorme bond en avant depuis peu de temps, par exemple pour le cancer de l'œsophage et de l'estomac avec l'immunothérapie, où là, ce n'est pas possible que nos tutelles ne nous donnent pas accès à ces médicaments pour les patients. Et réelle amélioration dans le cancer colorectal par rapport à il y a même 10 ans, parce que des médicaments qui vont permettre de rendre opérables certains patients et surtout ce concept de repasser le dossier de façon régulière en comité pour savoir si le patient n'est pas tout simplement devenu opérable. C'est vrai que ça nous rend nos RCP à tous et toutes plus longues, mais c'est pour le bien des patients. Je vous remercie beaucoup. Merci Jean-Philippe. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai l'impression qu'il y a Laurence qui a une question en interne de la salle. Ah. On parle de carcinose péritonéale et de chirurgie. Pourquoi souvent, quand on parle de carcinose, on ne peut pas
Alors, par contre, Jean-Philippe, si tu veux bien redire la question, parce qu'on n'a Alors, pas en fait, entendu Laurence. Laurence me dit, lorsqu'il y a de la carcinose péritonéale, on entend parler de chirurgie. Pourquoi, dans certains cas, il n'y a pas de chirurgie? Bien. Alors, on va essayer d'expliquer. On va s'en tenir au digestif, si tu veux bien, et mettre à part l'ovaire, ou tu veux que je te réponde aux deux? Bon. Alors, dans le cadre du digestif, la première problématique, c'est la vision de l'iceberg. Vous vous rappelez l'iceberg? Un iceberg, vous voyez un petit bout qui sort de l'eau, et puis il y en a plein en dessous. Si vous avez une carcinose péritonéale, même relativement légère, et que vous avez des métastases pulmonaires et hépatiques, allez braquer le péritoine alors que vous laissez l'œsophage, le poumon, tout ce que vous voulez qui est métastatique, ça ne sert à rien. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que la résécabilité d'une carcinose péritonéale vient du fait que lorsqu'on a un chirurgien habitué à la chirurgie de la carcinose péritonéale, il va regarder par cadran, comme un échiquier si vous voulez, en mettant quasiment à plat le ventre du patient, alors que bien évidemment le ventre du patient est en 3 dimensions, mais comme un échiquier, il va regarder quelles sont les zones qui sont atteintes. S'il y a un nombre de zones atteintes supérieur à un certain index, on sait tous que ça n'a aucun intérêt d'aller opérer le patient. Par contre, les suites opératoires vont être extrêmement scabreuses si tu vas resséquer le patient. Et le patient, pendant ce temps-là, il est tellement patraque et tellement pas bien qu'il n'aura pas accès à des médicaments, chimiothérapie et autres. La troisième chose qu'on va avoir, pour aller tout au fond des choses, c'est des techniques qui commencent à apparaître qui s'appellent le PIPAC, où certains chirurgiens nous disent on va insuffler dans le péritoine un peu de traitement, vous allez voir, c'est bien, et ça évite de faire des chimiothérapies. J'ai, il n'y a pas très longtemps, entendu une conférence d'un collègue qui racontait qu'il faisait des PIPAC tous les mois et demi à certains patients. Simplement, il passait juste à côté pour ces patients de traitements par accès à l'immunothérapie ou autres, qui eux vont prendre de façon générale le truc, et faire une chirurgie pour faire une chirurgie ne sert pas. C'est pour ça que j'ai évoqué le concept de RCP commune et le gars tout seul qui décide. Ce qui est terrible, c'est quand le gars tout seul qui décide de faire un truc, eh ben, le risque, c'est qu'il soit à tourner en rond en monomaniaque. Alors, j'ose espérer, je pense très clairement que dans notre région, il n'y en a pas comme ça, qu'il y en a de moins en moins en France, mais on peut avoir cette situation-là. Et donc, la carcinose péritonéale, c'est aujourd'hui considéré comme un organe, alors qu'avant, c'était le péritoine. Voilà. C'est à considérer comme un organe. Il y a des cancers primitifs du péritoine pour lesquels les chimiothérapies conventionnelles n'ont pas tendance à marcher et pour lesquels il faut donc développer aussi des essais thérapeutiques pour ces patients. Et il y a le péritoine en tant que site métastatique, c'est-à-dire Madame Michu a un cancer, est-ce qu'on va resséquer? Et l'un des exemples que je vais vous donner pour clore la discussion, il faut être complètement cinglé aujourd'hui, vu le pronostic, pour qu'un cancer du pancréas adénocarcinomateux, métastatique au niveau du foie et métastatique au niveau du péritoine, s'entendent dire qu'il faut aller l'opérer. Aujourd'hui, il y a 0 preuve dans la littérature. Alors, la question qui est posée, c'est quel impact de la CHIP et du debulking? Alors, 2 essais français dans le cadre de la CHIP ont été conduits. Ils n'avaient pas l'air de montrer qu'en dehors de la chirurgie du péritoine, le fait de mettre de la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale avait un intérêt. L'un des problèmes de l'étude était qu'en pré- et post-opératoire, tous les gens n'avaient pas eu le même type de chimiothérapie et de traitement. Or, la survie d'un patient, elle est faite de tous les épisodes qu'il vit. Si tu ne donnes pas la même chimiothérapie, non pas en intra-abdominal, mais derrière pour compléter et tuer les cellules, tu sélectionnes en fait plusieurs populations qui n'ont qu'un truc en commun, c'est d'avoir eu la CHIP et la chirurgie, mais qui n'ont absolument pas la même histoire. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la chirurgie du péritoine et les CHIP, c'est normalement réservé à des centres qui connaissent très bien la chose et qui font partie d'un réseau. Tu ne te bombardes pas, shipper, le lundi matin après avoir vu ça sur YouTube. La deuxième chose, c'est que
ce type de chirurgie nécessite certes un chirurgien et une ambiance au bloc qui soit très, très précise sur ce que tu fais. Mais tu ne peux pas l'opérer au Botswana loin de toute réanimation. Sous-entendu, la réanimation va être stratégique. Ou alors, si tu le fais au Botswana, tu le fais dans les techniques de shelter des équipes militaires qui te mettent une réanimation comme au CHU machin ou au CH truc bidule en live dans le désert. C'est-à-dire que la suite opératoire va être stratégique et des patients vont mourir des suites opératoires parce que clairement, c'est une chirurgie qui peut, si elle est mal positionnée, induire le décès d'un patient, et même si elle est bien positionnée, et elle nécessite des réanimations et des réanimateurs et des équipes de réanimation qui soient au taquet, la main dans la main avec les chirurgiens. Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Est-ce qu'il y a… Mais ça n'a pas d'intérêt quand il y a beaucoup de métastases, justement. Ben, ça n'a pas d'intérêt si tu as des métastases ailleurs parce que tu ne fais pas le traitement global. On n'entend pas du tout. Alors, attends, je suis désolé. Ce que pose comme question Laurent, c'était est-ce que ça n'a pas un intérêt quand il y en a partout? Non, pas partout. Réponse non. Est-ce qu'il y a un intérêt lorsqu'il y a des métastases et qu'elles sont potentiellement résécables? Si, mais ça concerne peu de patients. OK. Autre question. Juste, alors je ne sais pas s'il y a des questions en direct ou sinon, parce que là, il nous reste un quart d'heure. Il y a une fiche RCP qui a été préparée. Si vous voulez bien, je vais vous la partager. Et je pense que les questions vont venir d'elles-mêmes au fur et à mesure qu'on la déroulera. Quand tu partages, Morgane, on a une question sur ici. Oui, Ouais. allez-y. Oui, moi, je voulais savoir, dans les anapathes, nous, on a souvent, ça commence par localisation d'un adénocarcinome. Et est-ce que automatiquement, quand on utilise cette phrase, c'est une métastase d'un adénocarcinome? Non. Localisation d'un adénocarcinome, tu peux avoir dans le côlon la localisation d'un adénocarcinome libercunien, qui est le primitif. D'accord, mais pourquoi c'est une expression de langage, en fait, de commencer. C'est une expression de langage. Je vais t'expliquer. Les anapathes adorent expliquer un mot qui est aspect compatible. Ouais. Bon, ça agace les oncologues. C'en est ou c'en est pas, quoi. Et ben les mecs te disent non, c'est compatible avec ça. Compatible avec ça, ça veut dire que c'est ça. Mais ça leur permet de dire que si c'était pas ça, ils te disaient pas que c'était ça à tous les coups. Tu vois l'espèce de truc de langage? Oui, j'avais bien perçu quelque chose comme ça. Voilà. Donc les anapathes ont leur système de langage qui permet un système de protection de l'anatomopathologiste qui va te dire que au vu de la clinique, Madame Michu arrive en occlusion. Au vu du scanner qui te montre bien qu'il y a une grosse tumeur dans le côlon. Et au vu des métastases hépatiques qui sont à côté, que tu biopsies parce que c'est plus simple, parce que la dame, elle veut pas de colo, par exemple, ben là, on va te parler de localisation hépatique compatible avec un adénocarcinome de type colorectal. Pourquoi on va te dire de type colorectal? Parce qu'ils vont faire un certain nombre de tests qui vont dire que c'est compatible avec des cellules du côlon. Donc, génial. C'est bon, c'est compatible. Mais tu vois bien que tu es en situation d'être toujours dans un truc qui est aspect compatible avec. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question ou j'étais encore plus enfumé? Non, c'est parfait. Merci. Alors, est-ce que vous voyez bien la fiche du coup à l'écran? C'est Onco5 qui l'a préparée. Peut-être je vous laisse la parole pour la présenter. On a essayé de reprendre du coup par toutes les questions qui étaient posées, de refaire une fiche en fait qui reprenait un peu toutes les questions volontairement sur les fiches de digestive. Je sais pas, peut-être
les questions qui étaient posées. Je peux pas, j'ai pas laissé Morgane qui a la main. Tu peux descendre peut-être, Morgane, sur le Oui, bloc. bien sûr. Sur les antécédents, il n'y a rien de particulier. Histoire de la maladie. Attends, remets dans les antécédents, il y avait une question. C'était au niveau de l'endoscopie, des biopsies, c'était PT1. Et par contre, une fois que la chirurgie était faite, c'était PT0. Donc, Adénocarcinome sur polype du sigmoïde, c'est ça? Classé PT1, traité par sigmoïdectomie et ensuite classé PT0. Alors, c'est très simple. En fait, ton adénocarcinome a été probablement traité par mucosectomie ou équivalent. C'est-à-dire qu'il a été découpé dans le côlon, mais comme la mucosectomie a trouvé qu'il y avait possiblement une atteinte ganglionnaire, le gars a eu une sigmoïdectomie, donc on lui a retiré le sigmoïde et il passe à PT0. Ce qui aurait été bien, c'était de savoir s'il était N0 ou N1. Je pense que c'est ça, non, Karine? Non, oui, peut-être, mais je pense que c'est surtout un T1 qui a dépassé un peu la sous-muqueuse, tu sais. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Donc, il y a des classifications des polypes avec SM1, SM2, SM3. Hein, Donc, tu te retrouves à opérer le patient derrière. Quoi. Voilà, on opère le patient parce qu'il y a une infiltration au-delà de 1000 microns, je crois, dans la sous-muqueuse. Voilà. Mais finalement, après, on ne retrouve rien sur la pièce opératoire. Parce que l'exérèse a finalement été complète. L'exérèse était finalement complète, mais tu as été obligé d'aller vérifier parce que tu ne peux pas ouvrir le côlon dans le ventre du patient quoi, pour aller vérifier. Tu es obligé de retirer le côlon. La question, c'était pour le codage. Du coup, on est obligé de coder la biopsie parce que c'est le plus C'est logique de coder non pas la biopsie, mais la mucosectomie. Oui, ok. il n'est pas lâché. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans les antécédents? Non, c'était sur la tumeur neuroendocrine, mais ça a été abordé. Ok. Évidemment, tout le monde peut participer. Juste pour rire, moi j'ai juste une remarque. On est très dans l'ambiance en Bretagne, c'est une vanne, hein, du ressenti de nos petits camarades au ministère. Puisque dans facteur de risque, on leur met tabac et alcool. Et il faut savoir qu'au ministère, ils ont vraiment l'impression que les Bretons, s'il y a un certain nombre de cancers qu'on a effectivement en assez grand nombre, c'est qu'on a des alcoolos tabagiques dans notre région. Donc là, on se fait un peu battre sur notre truc parce qu'il y a, sur le papier, il pourrait y avoir d'autres facteurs de risque. Vous voyez, on aurait pu mettre, mais c'est ouvert, autres facteurs de risque, contact avec je sais pas moi, le nucléaire, le machin, risque professionnel, virus. Quoi? Il y a sur certaines spécialités, hein, Jean-Philippe, sur les mais professionnels et tout. dans le digestif, par exemple, c'est pas parce que tu picoles et tu fumes que tu vas avoir un cancer du côlon, quoi, tu vois. Ni du canal anal d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Un peu plus de risque quand même. Pour le canal anal, non. Non. Non, pour le canal anal, non. Ah, pas celui-là, mais les autres. Non, mais d'accord. Okay. Alors, si on redescend sur Histoire de la maladie, je laisse tout le monde intervenir. Hein, quand vous avez une question, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser la question. Ensuite, Histoire de la maladie. Il y a quelque chose de Apparition d'une douleur brutale de la fosse iliaque gauche ayant évolué sur 4 jours. sur des métastases aussi. Alors, ce serait peut-être plus sur les blocs tumeurs où il y avait des difficultés sur les métastases. En fait, là, je pense qu'on se pose la question, c'est qu'on fait un bloc tumeur sur la colectomie d'avril 2021 et est-ce que les autres territoires font un deuxième bloc tumeur quand il y a des métastases de cet adéno? Ou est-ce que c'est indispensable ou est-ce qu'on garde que le primitif dans le bloc tumeur? C'est à mon avis important que vous ayez la différence entre des cancers qui vont être synchrones. Ton patient arrive avec un cancer du côlon avec des métastases partout. Et métachrone, Madame Michu arrive avec un cancer du côlon et 3 ans plus tard, elle se tape des métas. Oui, et puis savoir aussi s'il est R0, R1. Tu vois, ce n'est pas complètement la même ambiance. Non, mais donc on commence à décoter quand c'est des métas à plus de 6 mois?
Il y a une chirurgie des métastases, donc je pense que c'est quand même important de les grader. Nous, on en a- Qu'est-ce que vous avez mis là? Tu peux descendre un petit peu, Morgane? Oui. là, Il il y y a avait 3 un bloc tumeur sur le primitif. Ouais, c'est le pancréas. pancréas. Bah là, il a 2 primitifs et en plus le côlon. Ouais, Et et un après, troisième. et il y a Et le un troisième. troisième. C'est le polype. On met dans le cadre tumeur. Descends encore, Descends. Morgane. Voyons qu'il est cortiqué. Non, c'est tout. Et là, on met la tumeur. Oui, là, la génétique, pas la génétique, mais la métastase hépatique. Ah oui, mais- On parle notre cas de métastase. Alors, met là. P16, c'est pas bête de l'avoir mis, mais à part le cancer du canal anal, pour le coup, dans le Ouais, c'est des digestif. fiches standards, hein, Jean-Philippe. Oui, mais je te dis, j'ai bien compris que c'est des fiches standards, mais en remettant dans le truc, je pense à quelque chose. C'est toute la problématique de l'évolution que tu vas avoir, parce que entre nous, HER2, il va arriver. Tu me diras, c'est dans autre. HER2, ouais. Mais il est au-dessus, hein. Non, c'est HER2. Ah, pardon, je ne l'ai pas vu. Ouais, il est J'ai rien au-dessus. dit, je ne l'ai pas vu. Bah après, peut-être qu'il faudrait le changer de place, ça je sais. Non, je ne l'ai pas Non, vu. c'est bien C'est là. ma faute. Du coup, en fait, vous voulez savoir s'il faut un bloc tumeur que pour les métastases ou alors si on met les informations dans le bloc tumeur du primitif. C'est ça la question? Oui, Morgane. Nous, Moi, j'aurais mis un bloc tumeur dans métastase. Un bloc à part, tu veux dire? Un bloc à part, oui, pardon. d'accord. D'accord. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis, mais c'est vrai que c'est surtout le R qui est important dans la métastase Aussi bien quand c'est et on l'a pas là. simplement pour métachrone. D'accord. Ça, c'est synchrone. Synchrone, métachrone, je crois qu'il faut que ça apparaisse. Ouais. Et encore une fois, aussi bien sur la tumeur primitive, si tu es R2, c'est baisé. Hein. C'est savoir le R, ouais. Et R2, vous vous rappelez, c'est en fait le chirurgien opère, mais il dit, mais j'ai laissé 10 cm de tumeur. Ça, c'est typiquement la chirurgie qui ne sert à rien. R2, R1. Et après le R1, vous avez donc une atteinte qui est microscopique sur la tranche, c'est-à-dire dans l'endroit où il a coupé, il y a de la tumeur. Mais il n'a pas vu plein de tumeurs de l'autre côté. Il a coupé et il avait l'impression qu'il était au bon endroit pour couper. Manque de bol, la limite d'exérèse est non saine. Et donc, il y a un scanner est à faire immédiatement derrière pour savoir s'il reste de la tumeur. À ce moment-là, en fait, le gars, il était en R2, il nous a raconté qu'il était passé large. Ou R1, il est venu juste racler et puis il en reste. Dans les deux cas, c'est chaud. Parce que quand vous êtes R1 dans un œsophage, il faut savoir que vous avez un plus grand risque de récidive de la maladie. Donc, vous voyez, c'est des points qui sont… Le R est vraiment stratégique. Et est-ce que dans l'œsophage, par exemple, si le chirurgien est R1, il y retourne ou il n'y retourne pas? Non, il n'y retourne pas. D'accord. Il n'y retourne pas et il va nous vendre l'idée d'aller faire une radiochimiothérapie post-opératoire ou etc. Alors qu'on n'a pas obligatoirement les datas pour le faire. Les problèmes sur l'œsophage, comme on n'avait pas beaucoup de temps, c'est très compliqué de vous faire un topo sur ça et je vous referai un topo si ça vous fait plaisir sur chacune des pathologies avec Karine. Vraiment, ça ne pose aucun problème. Dans le cancer de l'œsophage, le challenge, comme dans les cancers digestifs, c'est que votre bilan ne date pas de trop longtemps. Dans certaines équipes hyper entraînées d'œsophage, on refait le scanner la veille au soir. Quand le scanner date de trop longtemps. Parce que sinon, vous ouvrez et vous n'êtes plus du tout sur le T1, N0 annoncé, vous êtes sur un T3, N2, il y en a partout. Et quand vous regardez, le scanner date d'il y a 1 mois et demi et il n'a pas été refait. Et c'est toute la problématique qu'on a actuellement sur la prise en charge, y compris la prise en charge dans le cadre du Covid, puisque les datas au niveau national nous montrent qu'en avril 2020, par rapport à avril 2019, il y a eu 36% d'interventions chirurgicales sur l'œsophage en moins en France. Je n'ai pas dit en Bretagne, hein, j'ai dit en France. Et qu'en avril 2021, il y a toujours 36%. Et vous m'expliquerez la vague d'avril 2021 par rapport à la vague avant. Vous voyez, c'est compliqué. Hein. Et la raison, elle en est très simple. Dans les cancers de l'œsophage, avec les cancers du poumon, ces cancers ont besoin systématiquement d'une réanimation derrière.
Donc, vous ne rentrez pas au bloc si vous n'êtes pas sûr d'avoir une place en réanimation pour ce patient. Par contre, vous le savez aussi bien que moi, dans certains cancers, comme les cancers du sein, par exemple, bien évidemment, la chirurgie se fait de plus en plus en ambulatoire. Si vous atterrissez en réanimation après une chirurgie du cancer du sein, vous me donnerez l'adresse parce que je crois qu'il faut fermer rapidement l'endroit. PM0, L1, VO. Ah, il l'a dit tout à l'heure. Il a dit, ouais. Il a dit que c'était P1, c'est invasion périnerveuse. C'est ça. Et on n'a pas de possibilité de le mettre. Je crois qu'il faut que vous soyez impeccable sur R0, R1, R2. Et le périnerveux est important. Si on veut être complètement impeccable, il faut le mettre. Mais entre les deux, c'est clair que c'est R0, R1, R2 qui prime sur le périnerveux. D'accord. Parce que si vous êtes capable de dire qu'il y a du périnerveux, c'est que la tumeur, elle est chez l'anatomopathologiste, pas dans le patient. Par contre, si vous êtes R2, il y a une partie de la tumeur que vous ne pouvez pas analyser qui est dans le patient et c'est ça le plus emmerdant. Dans la tumeur neuroendocrine juste au-dessus, par contre, là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut mettre le KI 67, le grade, le KI 67 et le grade. Ou alors on est passé trop vite dessus et j'ai pas vu ça. Si, il a mis. C'était mis, d'accord. Morgane, s'il te plaît. Par contre, on n'a pas une classe pour le mettre. Je remonte où dans l'histoire de la maladie, non? Non, dans la NAPAT de la neuroendocrine. Alors, elle est où la neuroendocrine? J'ai pas fait du tout attention. Un pancréas, c'est juste ça. Remonte dans le pancréas au-dessus. L'utilisation pancréatique. Voilà. Et là, G1 et le CAI. Ouais, et on n'a pas de en fait. Ouais, c'est vrai. Pour le mettre. Ouais, ok. Il n'y a pas On n'a d'endroit. pas d'endroit. Si, pour les seins, mais pas pour ça. Descends un peu, Morgane. Il est là, le cahier. Mais il n'y a pas le grade, quoi. Il faudrait rajouter, c'est ça? Ouais, c'est pas mal déjà. Ouais. Je vais vous prier de m'excuser, les filles et les garçons, s'il y en a. En fait, je suis dans une réunion juste derrière qui a une faisabilité pour un essai thérapeutique sur le cancer de l'œsophage et de l'estomac. Et normalement, je suis en connexion avec les petits copains des États-Unis. Donc, il faut que je me connecte, sinon ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Est-ce que j'ai à peu près répondu à ce que vous attendiez ou pas? Oui. Aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on s'en refasse une fois ou d'autres en zoomant plus particulièrement sur une pathologie? Ce sera avec le plus grand plaisir. Bah, éventuellement, je fais une petite enquête de satisfaction après. Donc, éventuellement, s'il y a des besoins, il faudra l'indiquer sans problème. Pas. Et puis, comme ça, après, je reverrai Jean-Philippe avec toi et puis Karine aussi, si jamais il y a des possibilités. Ouais. Oui, parce qu'il est déjà 14h02, effectivement. Ouais, je suis désolé, il faut que j'y aille parce que les autres vont péter un plomb si je ne me suis pas en face, qui je suis censé y être en face. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Salut, après plus. Merci beaucoup. Karine, je ne sais pas si… non, je vais y aller aussi. Après. Ouais. J'avais un truc après. Oui. Et, pareil, s'il y a besoin, je peux revenir sur certains points. Est-ce que si vraiment il y a s'il y a des questions qui n'ont pas pu être posées, n'hésitez pas à me même sur ce que vous attendiez d'aujourd'hui, n'hésitez pas à m'en faire part par mail. Et puis moi, après, je reboucle avec Karine et Jean-Philippe, sans problème. Ok, bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et au revoir. Bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.